Cela s'est passé il y a environ 8,7 millions d'années. Tout d'un coup, de vastes prairies se sont ouvertes. Des nuages de gaz volcanique et de cendres ont recouvert le ciel. Des coulées de lave ont dévalé les collines et traversé les plaines. En quelques minutes, du verre volcanique noir s'est mis à tomber du ciel, anéantissant les animaux, écrasant les plantes. Il n'a pas fallu longtemps avant que la terre ne s'effondre, ouvrant des tranchées géantes remplies de magma brûlant. Cela a été la plus grande éruption du supervolcan de Yellowstone. Ce géant, qui est en fait l'un des plus grands systèmes volcaniques actifs de la planète, n'a pas été nommé supervolcan pour rien. S'étendant très profondément et sur des centaines de kilomètres, les supervolcans sont des structures complexes. Les experts ne savent toujours pas quels processus peuvent déclencher ces monstres cracheurs de feu et conduire à de super-éruptions. Lorsque cela se produit, plus de 1000 km3 de cendres, de roches en fusion et de gaz chaud sont projetés dans l'air. 4 super-éruptions suffiraient à remplir le Grand Canyon à ras-bord. Les volcans créent des montagnes, mais les supervolcans les effacent de la surface de la Terre. Ils transforment les climats et les écosystèmes. Heureusement, ces événements désastreux n'arrivent que tous les 50 000 ans environ. Les supervolcans apparaissent lorsque d'énormes volumes de magma tentent de s'échapper des profondeurs du sous-sol et d'éclater à la surface de la Terre. Habituellement, tout ce magma reste bloqué, incapable de percer la croûte terrestre. De grands bassins de magma, bouillonnant sous pression, s'accumulent à plusieurs kilomètres de profondeur. La pression ne cesse d'augmenter, car de plus en plus de magma tente de remonter à la surface. Et puis un jour, bam! Une super éruption se déclenche. Il y a des millions d'années, les premiers signes du désastre sont apparus bien avant que la catastrophe n'éclate. Pendant des milliers d'années, la chaleur avait jailli de l'intérieur de la planète. Elle avait fait fondre la roche sous la croûte terrestre, laissant derrière elle d'énormes chambres. Celle-ci était remplie d'un mélange pressurisé de roches semi-solides, de magma, de vapeur d'eau et de différents gaz, dont le dioxyde de carbone. Toute cette soupe souterraine brûlante était en extension au fur et à mesure que du magma se formait. La terre au-dessus du système volcanique s'élevait lentement, presque sans qu'on s'en aperçoive. 1 an avant la super éruption, Yellowstone avait donné un avertissement. Mais en ce temps-là, personne ne pouvait interpréter ces signaux. De plus, ces processus alarmants se déroulaient principalement sous terre. Par exemple, la décompression libérait des bulles de gaz. En éclatant, ces bulles peuvent alimenter certains types d'éruptions. Des mois avant l'éruption, les petits tremblements de terre sont devenus plus fréquents et plus intenses. Le sol, en de nombreux endroits du supervolcan, est devenu plus chaud qu'auparavant. Les lacs de surface et les eaux souterraines se sont également réchauffés. Si des gens avaient été là à ce moment-là, ils auraient remarqué une vapeur inhabituelle qui embrumait la zone. Peu de temps avant le début de l'éruption, la pression croissante a poussé le sol situé au-dessus de la chambre magmatique vers le haut. Cela a créé un soulèvement en forme de dôme. Des fissures étroites ont commencé à s'ouvrir le long des bords de ce dôme. Imagine que tu ouvres une bouteille de soda après l'avoir secouée. Quelque chose de similaire s'est passé près du volcan. La pression a été relâchée par les fractures lorsque les gaz ont éclaté sous la surface. Juste avant la catastrophe, le sol autour du volcan Yellowstone s'est soulevé. Les bassins géothermiques et les geysers ont atteint des températures d'ébullition et sont devenus plus acides que d'habitude. Le magma a commencé à monter vers la surface. À un moment donné, le plafond rocheux de la chambre magmatique n'a plus résisté et l'éruption a commencé. De petites mais constantes secousses ont commencé à faire bouger le sol quelques jours avant la catastrophe. Mais les vraies secousses n'ont commencé que quelques minutes avant l'éruption. Dans un rugissement assourdissant, une colonne massive de lave et de cendres s'est élancée dans les airs à une hauteur de plus de 26 km. En quelques minutes, une coulée pyroclastique s'est précipitée à travers la région à une vitesse phénoménale, proche de celle d'un ouragan. Une telle coulée est un mélange liquide de morceaux de lave semi-solide, de cendres volcaniques et de gaz chaud en expansion. Elle ressemblait à une avalanche de neige extrêmement chaude et toxique. Avec une température de plus de 700 degrés Celsius, elle brûlait tout sur son passage. Le volcan a continué à pomper de la cendre pendant des jours entiers. L'air dans cette zone s'est réchauffé jusqu'à 300 degrés Celsius. Pour tous les êtres vivants, les retombées de cendres ont été l'une des conséquences les plus dangereuses de l'éruption. La cendre volcanique se transforme en ciment vitreux en quelques secondes après avoir été inhalée et être entrée dans les poumons. La plupart des animaux n'ont pas eu la chance de survivre. Même les gros arbres ont commencé à s'effondrer sous le poids de cette substance dense. Il n'a fallu que quelques jours pour qu'une couche de cendre de 3 mètres couvre un territoire d'environ 80 km autour du centre de l'éruption. Finalement, de minuscules particules de cendre volcanique ont recouvert presque toute la partie ouest de l'Amérique du Nord. Après que la cendre est entrée dans la stratosphère, les températures ont commencé à baisser dans le monde entier. L'éruption était riche en soufre, qui est un écran solaire efficace. C'est pourquoi il a fait si froid si vite qu'il n'y a pas eu d'été dans le monde entier pendant les années suivantes.
Les cycles de mousson ont changé, les animaux ne pouvaient plus trouver de nourriture ni d'eau potable. Cette catastrophe naturelle, appelée la super éruption de Gray's Landing, a été colossale. C'est ainsi que les chercheurs l'ont décrite dans leurs récentes études. Elle a couvert plus de 23 000 km² de ce qui est aujourd'hui le sud de l'Idaho et le nord du Nevada. Les torrents de lave ont émaillé de verre volcanique brûlant une région aussi vaste que le New Jersey. Ils ont instantanément stérilisé la surface de la Terre, anéantissant toute la vie végétale qui y prospérait auparavant. Il y a eu au moins 3 autres super éruptions dans l'histoire du volcan Yellowstone. Elles se sont produites il y a 2,1 millions, 1,3 million et 640 000 ans. Elles ont été respectivement 6 700 et 2 500 fois plus puissantes que l'éruption dévastatrice du mont St. Helens dans l'État de Washington en 1980. La super éruption la plus récente a été surnommée Lava Creek Tuff. Elle a formé la caldeira de Yellowstone après avoir déversé 1000 km³ de roches, de poussière et de cendres volcaniques. De nos jours, le parc national de Yellowstone est un ensemble époustouflant de 10 000 marmites de boue, de sources chaudes, de geysers et de cheminées émettant des gaz volcaniques. Des micro-organismes qui aiment la chaleur vivent dans la plupart d'entre eux. Ce sont eux qui teintent le parc de ses couleurs éclatantes. Le geyser le plus célèbre s'appelle Old Faithful. Il a reçu ce surnom à la fin du 19e siècle à cause de la régularité de ses éruptions. Ce geyser est plus actif que les autres. Il entre en éruption environ 17 fois par jour. Chacun de ces magnifiques événements dure de 1 à 5 minutes et la fontaine d'eau bouillante peut atteindre une hauteur de 55 mètres. Les scientifiques ont passé de nombreuses années à tenter de découvrir ce qui se cache sous le parc de Yellowstone. Ils ont découvert que les eaux de surface descendent sur plusieurs kilomètres dans la croûte terrestre, l'eau se réchauffe et bout, alimentant les geysers. À environ 11 km sous la surface, il y a un réservoir de roches à moitié fondues. C'est la chambre magmatique et elle fait plus de 48 km de large. Un énorme panache de roches chaudes, qui ressemble un peu à un champignon, alimente cette chambre. Il s'élève d'une profondeur de 650 km, voyageant à travers le manteau supérieur de la planète, une épaisse couche de roches principalement solides. Parfois, ce panache surchauffe la chambre de magma. La terre à cet endroit se soulève et de petits tremblements de terre permettent à un peu de liquide de s'échapper à la surface. La pression à l'intérieur de la chambre diminue et le sol s'abaisse à nouveau. Depuis 2004, certaines parties de la caldeira de Yellowstone, qui est un mot intelligent pour désigner un cratère volcanique, ont remonté beaucoup plus vite que d'habitude. Le taux a été de presque 8 cm par an. Aucun soulèvement n'a été aussi rapide depuis que les scientifiques ont commencé à faire des observations rapprochées dans les années 1970. Et pourtant, les experts sont persuadés que le supervolcan ne présente aucun danger de nos jours. Pour qu'une éruption se produise, le magma à l'intérieur doit être fondu à au moins 50%. Dans le cas du Yellowstone, ce chiffre n'est que de 5 à 15%. Même s'il y a une certaine activité volcanique, il est plus probable qu'il s'agisse d'un jaillissement de roches en fusion suintante, connu sous le nom de coulée de lave. Cela présente un certain danger, mais il est facilement évitable. Ou bien, il peut s'agir d'une explosion hydrothermale. Ensuite, un grand volume d'eau surchauffée, piégé sous la surface, passera rapidement de l'état liquide à l'état de vapeur. Cette vapeur, ainsi que l'eau bouillante, la boue et les morceaux de roche vont éclater à travers la surface avec une grande force. Puis les débris joncheront la surface sur plusieurs kilomètres de diamètre.